Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Sans Limite où on parle de sport d'endurance, de triathlon et de tout ce qui s'y rapporte. On met vraiment beaucoup d'énergie pour vous proposer ces épisodes et en échange, la seule chose qu'on vous demande et qui ne vous coûte absolument rien est de nous laisser une petite note 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter et un petit commentaire sympa. C'est pas grand chose pour vous, mais pour nous ça nous aide énormément à faire connaître le podcast et donc à le développer pour vous proposer davantage de contenu par la suite. Allez, merci par avance et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Grégor, comment vas-tu ? Bonjour Richard, ça va bien ? Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour être sur le podcast. Nous, en réalité, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps. C'était à Marbella, avant ta grosse perf là-bas pour les championnats du monde Ironman 73. Et du coup, depuis, on a été plus ou moins en contact, notamment en rapport à Pirène, qui va t'accompagner notamment cette saison. Donc, je pense que ça va performer encore très, très fort. Et l'idée, en réalité, c'était... Voilà, d'essayer de te connaître un petit peu plus, voir un petit peu ton parcours. C'était un parcours qui est super intéressant. Tu es passé du court à la moyenne distance l'année dernière. Tu es passé sur les Jeux Olympiques à Paris. Donc, c'est pas tous les jours que j'ai la chance de parler avec quelqu'un qui a ce niveau-là. Et du coup, moi, ce qui m'intéresserait, ça serait vraiment qu'on puisse creuser un petit peu ton parcours. Et après, je pense qu'on va voir où est-ce que ça nous emmène. Mais dériver un petit peu sur tout ce qui peut être entraînement, tout ce qui peut être les projets aussi pour cette année. Comment est-ce que tu vas te positionner, quel type de course, quel type de distance. On va probablement parler un petit peu de la prochaine échéance olympique. Je pense que ça pourra être assez intéressant. Avant de continuer, est-ce que peut-être pour les gens qui te connaissent pas encore ou pas encore très bien, tu aurais la possibilité de te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Merci d'abord pour l'invitation. Je pense que c'est vraiment le premier podcast que je suis invité. Donc, merci déjà pour la possibilité de me présenter. Donc, comme tu avais déjà dit, je suis Grégor Paillet et je suis triathlète professionnel de Luxembourg en fait. Et j'ai commencé le triathlon, ça fait déjà un peu longtemps, déjà il y a 16 ans, donc avec 16-17 ans. Donc avec 13 ans, j'ai commencé le triathlon au Luxembourg. Et du coup, je suis resté dessus depuis le moment-là. Et en fait, j'ai commencé avec des duathlons, des aquathlons, avec la courte distance. Et en fait, mon rêve quand j'étais petit, c'était vraiment d'être partie des Jeux Olympiques. Du coup, j'ai donné tout pour mon rêve, pour le but là. Et à l'âge de 17 ans, j'ai changé dans un internat sportif à Saarbrück. Donc, j'ai fait ma école les derniers 3 ans à Saarbrück, toujours avec le but d'être le plus performant en triathlon. Et avec l'âge de 22 ans, j'avais la chance de repasser, connaître un peu la fédération luxembourgeoise, recourir pour eux. Donc j'étais 22 ans en ce moment-là. Donc, en 2018, 2028, ça sera la prochaine échéance. C'est ça. Non, en 2018, où j'ai fait mon premier championnat du monde à Gold Coast. Donc c'était déjà vraiment chouette. Et après ça, j'ai dit à mon coach que en fait je veux essayer de me qualifier déjà pour Tokyo. Donc c'était déjà le but là. Donc on a déjà noté tout pour peut-être le faire. Et en fait à Tokyo c'était un peu short, je dirais, parce que avec le Covid et tout ça, c'était pas vraiment facile, même avec les voyages après et avec l'annulation et de le faire en fait un an après. Donc déjà vraiment tôt, j'ai déjà dit que en fait ça ne va pas, que j'ai encore la chance de me qualifier. Donc dans la période là, j'ai pris la décision de rentrer dans l'armée luxembourgeoise pour faire partir en fait du groupe sportif de l'armée luxembourgeoise, pour que après je peux
améliorer encore ma performance, que j'ai, à part du sport, pas encore plus de stress financier, ouais, voilà, que j'ai en fait vraiment rien d'autre que le sport et je dois pas penser à quelque chose différemment. Donc ouais, c'était ça en 2021. J'ai rentré le groupe sportif de l'armée. Après, mon but c'était encore pareil. Donc, je dirais ouais, bah, je veux me qualifier pour Paris en fait. On était vraiment juste. En fait, j'étais toujours qualifié jusqu'à la avant dernière course, je dirais. Et puis bah il y avait encore un mix relay qui s'est qualifié. Donc vraiment la qualification olympique, c'est un peu difficile à l'expliquer en 5 mots. Donc il y a toujours des mix relay qui peuvent se qualifier et puis après il y a encore un ranking olympique où on peut un peu regarder les places qui les a. Donc en fait c'était vraiment juste et puis bah, il m'a manqué, comme je disais, une place en fait pour la qualification. Donc j'étais vraiment le premier qui a été pas prise pour les Jeux. Et après les Jeux, bah, après la qualification des Jeux olympiques, c'était en mai 24, c'était ça. Et après, je me disais, bah, du coup, je veux faire quelque chose un peu différemment. Toujours encore faire du tri, mais un peu une autre distance pour faire changer en fait mon chemin sportif. Du coup, j'ai commencé à faire 2 semi-distances XL 70.3 en 2024, fin de la saison. Là, déjà, j'ai fait un ici en Allemagne qui a été pas long et l'autre, j'ai fait à Zell am See. C'était déjà c'est mon premier Ironman Pro Series que j'ai fait en distance 70.3. Et là, du coup, j'ai terminé direct sur la troisième place en 2024. Et ça m'a vraiment plu de changer un peu le, le triathlon, en fait, pas le triathlon, mais la Le distance du format, triathlon, le format du triathlon, parce que c'est quand même une course un peu différemment du cours, parce qu'on peut pas conduire en groupe sur le vélo. C'est pas un parcours très explosif, donc c'est plutôt tout le monde est pour soi-même et ça fait changer parce que même le vélo, je pense que c'est plus important que sur le cours. Pas que c'est moins dur, c'est juste moins explosif et tout le ouais. monde fait sa propre course. Et du coup, je me disais, bah, en fait, ça peut m'aider même pour le cours de changer un peu le travail qu'on a fait déjà les ans avant. Donc, je suis un peu resté dessus parce que l'année passée, 2025, c'était un peu une année où il n'y avait pas une qualification pour les Jeux, où il y avait un peu moins pas moins des compétitions sur le cours, mais c'était moins, ouais, C'est comment moins dire, important par rapport au prochain ouais, cycle c'est ça. olympique, quoi. Ouais, je Ouais, comprends. c'est ça. C'était moins important de vraiment gagner des points sur le ranking mondial, sur le cours. Donc je me disais, bah, en fait, je veux essayer et voir qu'est-ce que je peux faire sur des distances 70.3. Et parce que j'avais déjà la qualification pour Marbella, je me disais aussi, bah, ça peut être intéressant de vraiment courir aussi les meilleurs du monde parce que je voulais pas courir à Marbella parce que c'était quand même un championnat du monde. Donc voilà, c'était ça le cas. Et puis bah, je me préparais pour Marbella, pour mon premier championnat sur 70.3. Et du coup, c'était vraiment cool et bien d'être performant sur mes premiers championnats du monde semi-distance. Ouais, non, clairement, clairement. Bah, écoute, bah, déjà, merci beaucoup. Il y a plein de trucs sur lesquels j'ai envie qu'on revienne. Et je pense que ça va être assez intéressant parce que quand tu parles, tu vois, de cycle un peu de qualification olympique, pour moi, c'est encore un peu obscur. Et comment est-ce que ça fonctionne et à partir de quand est-ce qu'on s'y met? Et c'est vrai que, bah, on voit beaucoup d'athlètes qui,
on va dire les 2 premières années, la première clairement, la deuxième année peut-être encore, après des Jeux Olympiques, ils font un peu des choses qui leur plaisent plus, ou alors ils testent des nouvelles choses avant de se refocus clairement pour voilà, obtenir la qualif. Peut-être qu'on peut commencer par là en 2 mots si et je comprends que c'est pas facile et alors, il y a les histoires de relais aussi qui potentiellement peuvent voilà faire que tu arrives juste après, mais peut-être qu'en 2 mots, si tu peux nous expliquer comment ça fonctionne clairement cette qualification olympique. C'est une question de points, j'ai l'impression. Comment ça fonctionne un peu? Bah, du coup, ça commence toujours à peu près 2 ans avant les Jeux. Donc, en fait, pour cette période, je dirais pour cette période parce que c'est un peu plus facile pour l'explication. La qualification, c'est séparé en deux années, donc la première année et la deuxième année. Et du coup, la première année, elle va commencer en fin mai jusqu'au fin mai l'an prochain, donc jusqu'au 2027. Et puis la deuxième année, elle commence direct après la première année. Et après cette période, en fait, on doit faire des compétitions avec le but de recevoir les plus points possibles sur des Coupes du Monde ou WTCS. Et le maximum des compétitions, c'est 12 compétitions qu'on peut faire pour, euh, bah, pour le calcul. Tenir la Et qualif du pour. coup, ouais, Mhm. ouais, en fait, il y a plein de choses. On peut pas faire 12 compétitions dans la première année. Donc, le maximum pour la première année qu'on peut faire, c'est 7 compétitions. Et par exemple, 5 dans la deuxième année, ou 5, 7, ou 6, 6. Mais on peut pas faire, par exemple, 8 et 4 compétitions dans la deuxième année. Donc, en fait, c'est déjà un calcul à faire d'être performant en fait, sur les 2 années. Et puis après, c'est aussi encore un autre calcul parce que les Coupes du Monde, ça compte moins que les WTCS. Donc en fait, si on est performant sur une WTCS, c'est ouais, la série mondiale en fait. Euh, c'est beaucoup mieux que d'être performante sur une Coupe du Monde. Et après, il y a plein des Coupes du Monde et plein des WTCS qu'on peut choisir. Mais en fait, le plus important, c'est d'être performant vraiment sur les 2 ans. Et voilà, déjà d'être performant sur 2 ans, c'est pas toujours simple. C'est déjà pas mal. Ouais, parce que ouais, déjà pour moi, c'était pas le cas pour la qualification pour Paris. Mais ouais, voilà. Et après, il y a encore le calcul avec les relais, parce que quand il y a des relais qui se qualifient, il y a des places moins pour les sportifs individuels qui n'ont pas un relais pour la qualification. Donc, ouais, c'est vraiment un calcul de dingue à faire, Ouais, et il y a toujours des choses qui se changent dans le ranking pour la qualification olympique. ouais, C'est ça. j'imagine. Et est-ce que toi, le relais, c'est quelque chose qui potentiellement t'intéresse ou pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose d'ailleurs, enfin, comment ça se passe? Est-ce que c'est la fédération qui te dit plus, te propose, ou est-ce que c'est toi qui manifeste un peu, tu vois, l'intérêt pour le relais? Euh, Déjà, pour un petit pays, c'est déjà ouf d'avoir un relais, parce qu'un relais, c'est toujours 2 femmes, 2 hommes. Et pour Paris, on avait un relais, mais juste pendant la deuxième période de la qualification. Et après, il y avait une fille qui était malade, blessée. Euh, donc, en fait, on n'avait pas vraiment un relais qui avait la chance pour se qualifier. Euh, donc en fait, pendant les 2 ans, c'était vraiment que j'étais plutôt un sportif individuel qui a essayé de faire la qualification sur l'individuel et pas sur le relais. Et à partir de, ouais, je dirais l'année passée, on a pas mal des jeunes qui peut jouer euh, le relais, et aider de qualifier ouais, de qualifier le relais.
C'est plutôt, je dirais, la fédération qui va dire on a un projet de qualification d'un relais. Et puis après, bah, c'est eux qui vont un peu gérer, je dirais, les compétitions relais et qui va courir sur des relais individuels. Parce que pareil, là-bas, bah, il y a des relais Coupe du Monde ou des relais Championnat du Monde qui vont compter aussi encore différemment. D'accord. Et quand tu parlais donc des courses, les WTCS ou les World Cup, tu les choisis, donc moi, je comprends qu'il y a des différences en termes de points, et c'est probablement lié à la densité, en réalité, sur chacune des courses. Tu les choisis généralement aussi en termes de profil, parce que et on y reviendra tout à l'heure, mais j'ai l'impression que toi, quand ça monte, ça te va plutôt bien, j'ai Ouais. l'impression, notamment à vélo. Et est-ce que, bah, je pense que c'est pas tout à fait la même chose pour la distance olympique, mais est-ce qu'il y a aussi ce genre de choix qui rentre en ligne de compte, ou vraiment il y a un certain nombre de courses et c'est quand même relativement plus limité que sur, je sais pas, un circuit Ironman par exemple? Oui, c'est plutôt moi qui peux choisir les courses différemment. Et c'est vrai, comme tu dis, j'aime des parcours qui sont un peu durs, qui montent un peu, qui sont un peu techniques. Donc j'essaye toujours de choisir un peu des parcours qui sont plus durs que les autres. Euh, mais même là, ouais, ça change toujours parce que il n'y a pas que des compétitions qui ont un profil en vélo qui sont vraiment durs et pas non plus que des compétitions qui sont faites, bah, je dirais, pour les coureurs parce que c'est juste en roulant plat, en ligne droite, aller-retour. Donc même là, ça change toujours et même sur des parcours simples en vélo, je dirais, c'est toujours aussi que la natation, elle est vraiment importante, que qu'il y a toujours peut-être un petit groupe devant des nageurs qui essaient toujours de partir dès que la natation elle est finie. Et il y a aussi toujours un peu des coureurs qui ne nagent pas si fort, je dirais, qui essaient toujours de revenir en vélo ou d'être le plus fraîche possible après le vélo, même si le parcours est un peu dur ou moins dur, que voilà, en course à pied, ils peuvent être performants. Voilà, c'est ça en fait. Et par rapport justement sur ce point-là, j'ai l'impression que pour voilà, tout ce qui est distance olympique, c'est quand même la natation, c'est pas là où tu vas gagner, mais tu peux clairement rater un groupe à vélo qui va te permettre après d'être bien placé pour bah, voilà, jouer potentiellement un podium ou une victoire sur la course à pied. Par rapport à l'expérience que tu as eue actuellement en format 73 ou L, qu'est-ce que tu en tires en fait de l'importance des sports par rapport aux autres? J'ai l'impression qu'en fait la natation, même si le niveau il devient quand même de plus en plus sérieux, c'est peut-être légèrement moins important. Si tu es ultra solide à vélo et en course à pied, tu peux quand même faire des super scores et des super résultats. C'est aussi ta perception, ou tu penses que de plus en plus, pour vraiment faire quelque chose, il va falloir être aussi un athlète finalement complet, et ça va être difficile d'être un peu plus faible dans l'un des trois sports? Euh, ouais, je pense que ouais, c'est comme tu dis, sur le cours, la part natation, elle est beaucoup plus importante que sur le long ou sur des 70.3 parce que en fait, après la natation, il y a des groupes qui se forment. Donc c'est beaucoup plus facile quand tu es un nageur vraiment fort et tu es toujours devant que quand tu dois rattraper et faire un peu l'effort déjà sur le vélo. Et même là, il y a des différences de course. Il y a parfois en nageant en lac et parfois en nageant en mer. Donc même là, ça change déjà tout. Euh, et sur les distances 70.3, bah, j'ai fait l'expérience en fait que il y a des courses où ça se forme pas, pas si vite en natation parce que même là, normalement, la première bouée, elle est pas à 300 mètres. Normalement, elle est plus loin, elle est à 900 mètres ou 800 mètres. Donc, on a plus de temps de former un peu le pack. Et en cours, bah, la première bouée, elle est toujours après 250, 300 mètres. Donc, déjà là, il y a plein des athlètes qui sont vraiment forts sur les premiers 200-300 mètres. Parce qu'après la première bouée, bah,
on doit être placé et puis après, tu peux plus doubler pour améliorer les places. Et sur le long, j'ai l'impression que parce que la compétition elle est vachement plus longue, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui essaie vraiment de pousser déjà la natation parce qu'il sait en fait que voilà, même si je me trouve tout seul devant avec 1 minute d'écart sur le deuxième, en fait, j'ai rien gagné parce qu'en fait, ouais, la course, elle est encore peut-être 3 heures, 3h30, 4 heures. On a eu encore plus long, donc il n'y a pas moyen de vraiment pousser la natation. Tu vois quand même des kamikazes, hein, des fois, qui partent comme des malades, même sur Ironman, où tu as l'impression que tout va se jouer sur la natte, mais et c'est souvent des gens qui viennent en fait du cours et qui ont un niveau pas possible. Alors je sais pas si c'est eux qui ont un niveau pas possible ou si c'est les autres qui sont un peu rouillés en natation, mais c'est vrai que des fois tu vois ça, c'est assez marrant. Ouais, je pense que c'est juste pour montrer leur performance en natation parce que même là, il y avait l'Italien Crociani qui a nagé vraiment fort et il avait 1 minute 20 ou 1 minute 30 d'écart sur le deuxième. Mais après 10 km en vélo ou même déjà dans la transition, il a perdu de temps. Je pense qu'il le savait, mais il voulait juste montrer qu'il était costaud en natation. C'est comme les marathons où tu vois un mec qui part Ouais, comme un malade, qui est juste 20 mètres pour être devant et se faire filmer, et après il éclate totalement. ouais. Ça Bon, va. après, ça fait plaisir. Peut-être il savait qu'à la fin, il va pas performer mieux juste à cause de ça. Je pense, j'espère pour lui en tout cas qu'il en avait conscience. Et toi, Grégor, quand tu as commencé, donc ça fait un petit moment déjà, tu pratiquais d'autres sports quand tu étais petit. Tu es venu au triathlon par quel sport en fait? Ou alors c'était vraiment le triathlon qui t'intéressait dès le départ? Hum, En fait, j'ai joué du tennis toujours. J'ai commencé avec l'âge de 4 ans de jouer un peu de tennis, pas un peu, j'ai joué quand même beaucoup. Ouais, Et j'ai essayé un peu tous les sports quand j'étais plus jeune. Mais le tennis, en fait, j'ai fait toujours jusqu'à l'âge de 14 même. Donc j'ai essayé un peu le football, l'athlétisme, des sports comme ça, voilà. Mais en fait, le tennis, j'ai fait toujours. Après, j'ai commencé le triathlon c'était en école où on pouvait essayer. Donc j'ai commencé à faire du tri, comme je dirais, des duathlons, des aquathlons. Et donc il y avait 1 ou 2 ans, je pense que même 2 ans, où j'ai fait les deux ensemble, de jouer du tennis et le triathlon. Mais après, je devrais faire un choix et donc ouais, je pourrais plus jouer le tennis parce que le triathlon c'était déjà un sport ça prenait trop de vraiment. temps, j'imagine aussi. Ouais, c'est ça, qui prenait vachement de temps que j'ai dit, OK, c'est le triathlon que je veux faire. Ouais, Voilà, ça a c'est du ça. sens. Ça a du sens. Et du coup, sur la question de l'entraînement, ça représente quoi en fait allez, on va dire une semaine normale en termes d'entraînement pour une personne voilà, de ton niveau qui fait les Jeux, qui fait 10e à Marbella. Qu'est-ce que ça suppose pour en arriver là? Une semaine En normale, moyenne, on va dire. Hein, on va, ouais, pas les énormes ni les semaines plus light. Hein, quelque chose, voilà. Là. ouais, c'est ça. Je pense qu'en moyenne, je m'entraîne 25 à 26 heures. Hem c'est ce que ouais, j'ai fait la semaine passée, je vais faire cette semaine, même avec un peu des rendez-vous. Demain, je pars au Luxembourg pour faire mes tests sportifs. Donc même avec des rendez-vous à côté, je fais un peu 25 heures. Et en stage, je fais un peu plus, je vais faire 30 heures, 2 heures maximum, mais pas plus, quoi. D'accord, ce qui est quand même déjà énorme pour le commun des mortels. et, Ouais, c'est et, ça. et, et en termes de répartition, il y a quelque chose de particulier où ça suit un petit peu voilà, ce qu'on a l'habitude de voir avec énormément de vélo naturellement, et après un split avec un petit peu moins de course à pied, un petit peu moins de natation. Je pense qu'en ce moment-là, je fais pas encore énormément de vélo.
Donc, j'essaye toujours encore. Je pense toujours que le vélo, c'est un peu mon point fort, même sur le cours où il n'y a pas grand-chose qui peut se passer, même en compétition. Donc, même là, quand j'ai trouvé mon groupe, normalement, je reste là, ou même là, je suis la personne qui peut faire quelque chose. C'est pas que je dois réagir, c'est plutôt que je suis le gars qui peut faire un peu la course. Donc, je pense que je fais quand même encore mes 5 à 6 séances en natte et en course à pied. Et en vélo, je fais entre 10 et 12 heures. Quand j'ai une grosse semaine, je vais faire 14 heures sur le vélo, mais pas beaucoup plus. Et là, en ce moment, ça me suffit. J'essaie plutôt de faire plus des intensités parce que j'ai l'impression que pour le cours, j'ai besoin des intensités de ouf. Et même sur le niveau 70.3, j'ai l'impression que l'explosivité et tout ça, ça m'aide quand même parce que c'est comme tu dis, je pense que les compétitions sur le format 70.3, ils ont un peu changé les derniers 2-3 ans, que c'est devenu plus explosif et un peu comme la courte distance. Je pense que c'est plus proche à la courte distance qu'à la longue distance. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et du coup, sur ce point-là, par rapport au vélo notamment, comment est-ce que tu gères le passage voilà, du vélo de route au vélo de chrono lorsque tu vas plus faire voilà, un format 70-3? Est-ce que tu restes vraiment davantage sur le route et c'est juste à la fin que tu passes sur le chrono? Tu vois vraiment voilà, une différence entre l'un et l'autre? Est-ce que ça ne te gêne pas du tout de passer de l'un à l'autre? Comment ça se passe chez toi pour ça? En fait, ça me gêne pas trop de passer d'un vélo sur l'autre. J'ai fait pas mal des kilomètres quand même sur le vélo contre la montre. C'était l'année passée où j'étais la première fois en stage avec le vélo contre la montre. Et là, j'avais l'impression que ça m'a aidé beaucoup pour les descentes, pour même les montées. On roule un peu différemment sur le vélo contre la montre. Mais j'essaye, du moment-là, j'ai essayé de sortir le vélo contre la montre 1 à 2 fois dans la semaine. Donc quand il fait bien ou beau, j'essaie quand même de faire un peu des séances sur le vélo contre la montre. Et en fait, après ça suffit avec les compétitions que je fais dessus. J'ai pas l'impression que ça me gêne trop de faire pas trop sur le vélo contre la montre. Je comprends. Et en termes justement d'entraînement, est-ce que toi, tu fais vraiment tout à l'extérieur ou majoritairement, ou est-ce que tu alternes un petit peu avec du home trainer, du tapis? Comment est-ce que tu gères un petit peu ça? En course à pied, je fais tout dehors. Je fais rien sur le tapis en fait. Et en vélo, tout l'hiver, je fais tout sur home trainer. Parce que je suis un gars qui n'aime pas rouler dehors quand il fait froid. Je te comprends. Même quand il pleut un peu, il peut faire 15 degrés, il pleut un peu, je fais ma séance sur le home trainer. Parce que franchement, j'aime pas de me mouiller sur le vélo. Donc, normalement, en hiver, je fais tout sur le home trainer, et en été, quand il fait beau, je fais tout dehors jusqu'au moment où il commence à pleuvoir. À pleuvoir. Je rentre et puis je fais le reste sur l'entraîneur parce que j'aime pas. Mais c'est rigolo parce que même en compète, quand il pleut, je suis pas trop. Je peux quand même rouler quand les rues sont mouillées. Donc même là, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas trop de stress quand il pleut en compète, mais j'ai pas de rouler quand il pleut. Je te comprends. Je pense qu'on fait partie de la même équipe à ce niveau-là. Moi, je fais quasiment exclusivement tout sur home trainer. Et en fait, Ouais. quand il fait froid, la pluie, tout ça, j'y pense même pas. Et après, c'est aussi
bah, là où j'habite, le trafic, les routes et tout, j'ai un peu de sécurité. Et, du coup, je me dis, bon, sur le home trainer, je suis bien. Et généralement, c'est avant d'arriver sur une course, les quelques jours avant, où là, je redécouvre ce que c'est de rouler à l'extérieur. Mais généralement, ça gêne pas vraiment au final. Je trouve que ça fait bien le travail. En plus, tu perds pas de temps à mettre plein des vêtements avant et C'est ça. d'enlever après. C'est Donc, ça. C'est ouais, beaucoup plus simple au niveau de la machine à laver aussi. C'est ouais. c'est juste le bas. Alors, ce que je trouve intéressant aussi, et parfois ça marche, et parfois on a vu aussi que ça marchait pas, c'est le passage du court vers la moyenne distance et la longue distance. Bah, chez toi, on peut dire que ça a plutôt bien marché parce qu'il y a eu des podiums assez rapidement, il y a eu des victoires aussi assez rapidement. Et voilà, j'aimerais bien avoir un petit peu ton avis sur ça. Déjà, toi, est-ce que tu as abordé les choses différemment? Parce que quand tu me dis, voilà, tu fais 25-26 heures en moyenne par semaine, j'imagine que les grosses semaines, ça doit monter à peu près avec le volume que tu fais quand tu es en stage. Est-ce que en rallongeant un petit peu la distance, bah, on rallonge aussi un petit peu les heures d'entraînement? Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait différemment pour bah, réussir finalement le passage du court vers la moyenne distance? Hum, c'est une bonne question en fait. Je pense que j'ai pas énormément fait des entraînements différemment. J'ai juste en fait essayé d'améliorer ma nutrition à l'entraînement. Donc faire plus attention à c'est ce que j'en prends pendant une sortie de 3-4 heures en vélo. Et même après de faire plus attention à ce que je fais en courant. Donc, parce que je pense que en, en compétition 70.3, il faut vraiment manger pendant le vélo, plus encore gérer la nutrition pendant la course à pied. Donc en fait, je pense que ça, c'était déjà un point que j'ai fait beaucoup plus d'attention, c'est sur la nutrition. Et après, c'est ce que j'ai fait encore, c'était que sur mes entraînements tempo, bah, souvent j'ai une séance dans la semaine où je fais une séance de course à pied tempo, on échange le rythme. Et là, du coup, j'ai essayé de juste faire un petit plus d'échauffement et un petit plus de cool down que je vise que je fais en fait une bonne séance en courant 1h20 mais pas plus quoi. D'accord. Donc vraiment dans l'1h20 parfois j'ai couru à 22-23 km, donc c'était vraiment déjà une Bonne séance séance. une bonne séance on prépare les semis quoi. Et du coup, c'était ça que j'ai fait. Donc, et après, tout le reste, c'est venu à cause des compétitions que j'ai fait. Parce que c'est toujours après la première, peut-être encore après la deuxième distance 70.3 que j'ai fait dans l'année, ça me casse un peu les jambes. Mais après, j'ai jamais eu mal encore une fois. Donc, je pense que j'ai toujours un peu la vitesse. Et musculairement, ça me fait un peu mal au début, mais après, je peux gérer tout ça même musculairement. Est-ce que tu as l'impression que le fait d'inclure bah, justement peut-être quelques différences pour préparer un 73, de faire la course, donc avec peut-être un peu plus de résistance à la fatigue sur la durée, est-ce que tu as l'impression que c'est des choses qui t'aident pour les formats olympiques ou alors est-ce que c'est vraiment, on parle vraiment de deux choses différentes et c'est pas du tout pertinent pour le cours? Si, j'ai beaucoup l'impression que ça m'aide pour le cours, plutôt même pour les distances olympiques que sur les sprints. Après les 170.3, j'ai quand même l'impression que je dois refaire des bonnes séances de VO2 max. Donc vraiment je sais pas, des 30-30 en vélo ou même en courant des 200-400 mètres en course à pied pour vraiment pas perdre en fait ma vitesse. Mais sur la côté fatigue musculairement, j'ai vraiment l'impression que je peux
ça me fait moins mal, même quand le vélo, bah, il est dur. Parce que j'ai l'impression que sur le vélo, sur le cours, bah, je peux toujours pousser fort. Et même après, je peux courir encore fort. Mais en fait, c'était déjà le cas avant que je faisais les 70.3 parce que je pourrais toujours déjà courir avec des cannes un peu fatiguées ou un peu Entamé, explosées. En fait, j'ai l'impression que les courses 70.3, ça m'a aidé encore plus euh, d'être performant aussi sur le format court. Par exemple, l'année passée, je pense que j'ai fait ma meilleure performance sur le court après une compétition sur le 70.3. Donc même là, j'étais à Carlo Vivari une semaine après Gérard May. J'ai fait Carlo Vivari et là j'ai fait 15e et c'était ma meilleure performance en WTCS, quoi. ouais, top, ouais, parce que souvent, en fait, et on a vu ça beaucoup avec les Norvégiens qui passaient d'une distance à l'autre. C'est vrai qu'on a l'impression que ça réussit bien de passer du court au moyen et au long et un peu moins bien de revenir après, forcément, si tu perds un petit peu de vitesse sur du court. Mais là, visiblement, c'était pas le cas. En termes justement de focus pour cette année, tu vas un peu essayer encore de mélanger les deux ou tu vas vraiment quand même davantage te concentrer de plus en plus maintenant sur du court. Comment est-ce que tu envisages un petit peu cette année maintenant? Bah, en fait, parce que j'ai fait bah, une bonne saison l'année passée sur le court comme sur les semis. Je veux quand même encore rester sur le parcours, sur le chemin là, de faire les deux, avec le focus quand même sur la qualification qu'elle va, comme j'ai déjà dit, en farmer. Même avec le relais, euh, quand on a l'option pour le Luxembourg, je pense que c'est une des premières fois où on a la chance d'avoir même 2 à 3 filles, 2 à 3 garçons qui peut être, bah, qui sont là pour jouer le relais. Donc là, j'essaye vraiment fort à avoir un impact sur le relais, les distances, bah, les Coupes du Monde, les WTCS, euh, mais encore avec, euh, avec un peu des distances sur ce 10.3. Parce que je pense que je veux au moins faire 4 sur 10.3 cette année pour quand même rester dans le ranking mondial PTO. Devant, peut-être, je peux passer sur des T100, de faire peut-être... ouais, mon but, c'est de faire des T100 plus le championnat du monde euh, à Nice. Et puis le reste, bah, je fais sur le cours. C'est D'accord, juste à ouais. voir si je peux rentrer sur la T100 ou pas. Si je peux pas rentrer, bah, je fais je pense des Pro Series. Et si je peux rentrer, bah, j'essaye de faire 2 T100, avoir peut-être 3, parce qu'ils sont pas mal placés. Il y a plein de courses aussi déjà tard encore dans la saison. Ouais. Plus ouais, le championnat du monde 63, c'est déjà fixe dans mon calendrier parce que j'ai vraiment envie d'aller là-bas et de voir C'est un tout le parcours pour monde. toi, ça. Ouais, je pense que c'est un bon parcours pour moi encore. J'ai cru que Marbella, c'est déjà bien. Mais juste après la montée, c'était plutôt une autoroute. Et je pense que Nice, ça change encore parce que même sur les descentes, c'est vraiment technique. Et je pense que je peux bien, bah, je suis pas mal techniquement sur le vélo, donc je pense que même là, j'ai vraiment envie d'améliorer ma 10e place de Marbella. C'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, on sera là pour te soutenir si tu te qualifies. Et je pense que j'ai aucun doute à ce niveau-là. Euh, Juste en parlant du Tessan, ça se passe comment généralement pour obtenir, bah voilà, avant il parlait de wildcard, je crois que ça a changé un petit peu le nom, mais c'est à force de faire des belles perfs que tu es invité ou est-ce que c'est toi qui dois un peu manifester ton intérêt de participer? Comment ça se passe généralement? Ouais. En fait, c'est compliqué. Même les athlètes ne le comprennent pas toujours.
Parce que déjà l'année passée, je voulais rentrer et là, en fait, ils ont dit que euh, ils vont regarder le ranking PTO. Mais en avril, je pense que c'était juste une semaine avant Aix en Provence, que ça serait ma troisième course l'année passée. Mais en fait, juste une semaine avant, ils ont dit que maintenant il y a 5 courses qu'ils vont regarder. Du coup, j'étais un peu deg parce que j'avais que 3 compétitions et ils Ouais. regardaient les 5. Et cette année, en fait, ils ont rechangé le format. Donc, en fait, il n'y a plus des contrats pour cette année. Ils vont juste prendre en fait les top 10 de l'année passée qui sont safe pour cette année. Et puis, ils vont regarder le ranking PTO. Je pense qu'il y a 2 wildcards encore. Donc, normalement, il y a 20 qui peuvent faire la course. Et là, je pense, j'étais 30e au début de l'année. Et là, parce qu'il y avait pas mal des compétitions, je suis 32e. J'ai juste regardé hier encore. Donc, ouais, au ranking PTO, je suis pas trop mal, mais je suis pas sûr d'y rentrer parce que je suis pas dans les top 20. Bah, après, avec tout ce qui est Pro Series aussi, ça commence à faire lourd en termes de calendrier. Pour ceux qui veulent combiner un peu les deux, ceux qui veulent faire route aussi ou des courses un peu Ouais, après aussi format Ironman. Donc, au final, des fois, tu vois pas mal de personnes finalement qui arrivent à entrer sur les courses PTO qui, bah, voilà, se disaient que c'était quand même assez difficile. Donc, bon, on croise les doigts. J'espère qu'on te verra sur une de merci. ces courses. Puis après, il y a aussi, je pense, des courses où on te prévient peut-être 2 semaines à l'avance qu'en fait tu vas pouvoir faire celui qui est, j'en sais rien, en Australie ou à Singapour ou je ne sais où. Et là, forcément, tout le monde ne peut pas non plus y aller. Donc, c'est peut-être une opportunité en plus de juste jouer sur le classement. Et, juste une question, voilà, les planètes s'alignent. Et, C'est ça, ouais. C'est un peu comme dans les WTCS, c'est juste qu'il y a moins de monde qui peut courir. Donc même dans les WTCS, c'est toujours qu'ils vont regarder le ranking mondial. Et puis il y a une liste d'attente et soit il y a quelqu'un qui ne veut pas courir, donc mieux pour moi ou les autres athlètes. Euh, et c'est un peu pareil, quoi. Il y a toujours une liste d'attente et soit il y a quelqu'un qui ne veut pas faire la course et bah, donc moi je serai le prochain sur la liste. ah, écoute, pourquoi pas, ça serait top en tout cas. Si on peut revenir un petit peu sur les 73 World à Marbella. Euh, Comment tu as abordé cette course-là? Parce que c'était la première fois que tu participais donc à des championnats du monde à Ironman 73. Il y avait quand même une bonne densité. C'était bien chargé, je pense, là-bas. Comment est-ce que voilà, tu abordes cette course? Est-ce que quand tu arrives, tu te dis, voilà, le parcours, bah déjà, tu arrivais de bonne super perf à Gérardmer, un parcours, un dénivelé qui est normalement à ton avantage. Tu es sur une fin de saison qui s'est ultra bien passée. T'es comment en fait quand tu arrives sur voilà, une course avec bah, autant finalement de vainqueurs potentiels, en tout cas de personnes qui peuvent envoyer du lourd? Ouais, j'avais un bon respect, je dirais, mais je pense que j'ai choisi toute l'année des Pro Series. Donc déjà là, je savais comment ils vont essayer de faire la course parce que j'étais déjà habitué de courir avec les Norvégiens ou des forts. Il y avait qui encore? Bah, un Chambourg, un Titlev, c'était la première fois où j'ai couru contre lui. Mais en fait, c'était des gars que soit je les connaissais déjà du cours, soit j'ai couru déjà sur les 70.3 contre eux pendant l'année. Par exemple, à Aix, il y avait Christian qui a gagné pareil. Donc déjà là, j'ai fait une bonne perf et je savais en fait que je dois pas me cacher parce que je peux courir avec eux. C'est juste qu'il faut être performant au jour de la course. Donc j'avais pas trop peur et en fait j'avais plutôt envie de montrer qu'est-ce que je suis capable de faire.
Donc, comme tu dis, c'était quand même mes premiers championnats du monde. Ça change toujours parce qu'il y a peut-être plus de monde qui sont assez forts, qui peut faire une bonne perf. C'est pareil sur la courte distance. Je pense qu'il y a toujours aussi des athlètes qui se stressent beaucoup. J'ai vraiment essayé de me stresser pas trop avant la course et d'essayer de juste montrer, c'est ce que j'ai fait en fait toute l'année et d'être là le jour de la compète et d'être en forme et pas trop stressé juste à cause des gens qui font la course, quoi. Ouais, bien sûr. Et je sais pas si tu as cette impression aussi, mais avant, on avait voilà, les spécialistes de la longue distance, après ceux de la moyenne distance, on avait les spécialistes de la courte distance. Il n'y avait pas vraiment de circulation entre les deux. Il y a eu quelques-uns, naturellement, qui sont passés du court. Il y a Frodeno, d'autres personnes comme lui qui vraiment ont tout gagné partout. Et récemment, on avait quand même vu pas mal de personnes qui en fait essayaient justement de passer du court à moyenne distance ou à Ironman et ça se passait pas nécessairement ultra bien. Toi, c'est quelque chose qui, voilà, avec des podiums, avec des super classements, c'est passé très bien. Comment t'expliques en fait que soit on y arrive, soit on a vraiment du mal? Est-ce que c'est parce qu'on reste peut-être ancré sur une manière de s'entraîner qui est propre au cours, mais on n'arrive pas à faire la transition? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que d'autres, en fait, attendent trop pour faire ce switch? Ouais, ouais, je crois. Ouais, ouais, c'est dur. J'ai pas vraiment une explication. Je pense juste qu'il y a des athlètes qui sont plutôt mieux en courant après le vélo ou après des jambes lourdes. Et il y a des athlètes qui sont vraiment explosifs et vraiment vite, euh, qui est vachement bien pour le cours. En ce moment, il faut courir 29 minutes sur 10 bornes en WTCS pour avoir une chance pour le podium. Là, je ne suis pas un athlète de courir sous les 30 minutes en triathlon. Et je pense que sur une journée extraordinaire, je peux courir 30-15, 30-20, mais pas plus vite. Donc même là, je sais que en fait, je suis peut-être jamais capable, même quand j'ai une journée de ouf, de faire une performance en WTCS pour jouer les top 10. Mais par contre, je peux vraiment bien courir 32 minutes pour un semi ou 33 minutes pour un semi sur les 10 bornes. Ça fait, je pense que partie du jeu ou même d'adaptation économique et tout ça, ça joue quand même fort sur des longues distances. Beaucoup plus que sur le court. Non, je comprends, ouais, ça a du sens et effectivement, j'imagine que physiologiquement aussi, il y a des gens qui doivent avoir des facilités à aller très vite, mais après n'arrivent pas à peut-être réduire un petit peu la vitesse, mais durer 2 fois plus. C'est ça, ouais. Ouais, Je pense qu'il y a des athlètes qui sont vraiment vite à la base, qui peuvent vraiment courir vite pour 5 bornes, 10 bornes en distance olympique ou sprint, mais qui peuvent peut-être pas courir, j'ai dit 1 minute moins vite sur 10 bornes, mais courir le double du temps parce qu'ils ne sont pas habitués ou assez économisés ou la physiologique, elle change. Peut-être la technique en course à pied, elle change aussi. Donc, je pense que là, on ne peut pas dire que si on est bien sur le court, on est aussi bien sur le long. Donc, je pense que c'est toujours le triathlon, mais c'est toujours quand même un autre sport. Ouais, je comprends. Non, c'est clair, ça a du sens. Écoute, il y a un truc aussi qui est parce que c'est probablement lié aussi à pourquoi il y a des gens qui voilà ont une carrière sur du court et après essaient d'envisager un peu le long. Il y a aussi la question de la visibilité, de l'intérêt des sponsors, le cash qui est aussi disponible sur le court, sur le long. Là, que le court, ça a une visibilité une fois tous les 4 ans, généralement, c'est pour les Jeux Olympiques. Après, sauf si on est vraiment dans le milieu du triathlon et qu'on s'y intéresse, voilà, on entend peut-être que quelqu'un a fait un Ironman ou un truc du genre sans trop savoir ce que c'est.
Euh, Comment est-ce que c'est quoi ta perception par rapport à ça en termes voilà d'un point de vue athlète et tu disais tout à l'heure tu avais rejoint justement l'armée luxembourgeoise parce que comme ça tu avais vraiment la possibilité de te focus sur ta pratique, tes entraînements, ta récup et sans avoir à gérer un petit peu le côté plus financier. Euh, Comment est-ce que, voilà, d'un point de vue athlète, tu vois ça? Est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences entre le court et après moyenne distance, longue distance, qui, j'imagine, va un peu ensemble? Euh, et est-ce que voilà, pour faire simple, on a l'impression aussi parfois que des gens essayent d'envisager des formats 73 ou Ironman plus pour le côté économique que tout simplement juste pour voilà, essayer de faire deux fois ou quatre fois la distance. Ouais. Euh, je pense que ça change. Déjà, parce que la courte distance, c'est toujours un peu géré côté fédération. Donc, pour les sponsors, c'est dur à intégrer sur la courte distance parce qu'il y a plutôt la fédération qui gère tout pour leurs athlètes. Donc, déjà là, c'est un peu compliqué pour des sponsors. Et après, il y a moins des gens qui font le même parcours. Bah, la courte distance, c'est, je pense, partout sur le monde, mais c'est toujours juste des professionnels qui le font. Donc il n'y a jamais des compétitions en groupe d'âge sur le même parcours. C'est ce qu'il y a par contre sur des 70.3 ou sur des Ironman. Donc déjà là, il y a beaucoup plus de gens qui peuvent se comparer avec des professionnels que, que sur le cours parce qu'en fait, c'est dur à savoir qu'est-ce qu'il y a comme niveau sur le cours sans faire le même parcours ou sans le voir sur place parce que je pense, comme j'ai dit, je pense que les top 10, pour faire un top 10 en WTCS, il faut courir 100 et 30 minutes après 40 bornes en vélo avec une intensité de ouf. Mais je pense pas que les gens ils comprennent vraiment qu'il y a quand même une intensité sur le vélo plus qu'il pour faire vraiment un top 10 en WTCS, c'est quand même quelque chose qui est vraiment dur. Ah bah oui. Parce que, parce que en fait, les gens, ils le voient pas sur place ou ils n'ont pas la possibilité de faire une compétition sur le même parcours. Donc c'est toujours quelque chose qui n'est pas là et sur le format plus long, bah, c'est à chaque course, il y a des groupes d'âge qui peuvent faire vraiment le même parcours euh, sur le même jour même. Ils voient même les athlètes quand ils font le départ 5 ou 10 minutes après. Donc même là, c'est vraiment, ils font vachement une compétition pareille. Donc c'est pour ça qu'il y a déjà plus Plus d'argent, plus d'intérêt. plus Ouais. d'intérêt, plus d'argent, je pense que aussi parce que c'est, comme j'ai dit, c'est plus simple pour les sponsors, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de visibilité sur des compétitions là. Il faut pas payer pour regarder un live stream. Donc, ce sont toutes des choses qui sont un peu difficiles sur le cours. Euh, que sur le long, en fait, c'est plus facile aux gens à comparer les athlètes professionnels ou même des athlètes groupe d'âge qui sont forts à Pro, soi-même. ouais, bien Ouais. sûr. Ouais, non, c'est clair. Et du coup, je crois que j'avais entendu il y a pas très longtemps, alors je sais pas si c'était sur un podcast ou un truc que j'ai lu, que euh, c'était pas des discussions, mais c'est un truc qui avait été évoqué de peut-être rajouter sur les jeux une distance qui serait un petit peu plus longue. Alors, pas full, mais peut-être format T100 ou quelque chose du genre. Je sais pas si toi, tu as entendu quelque chose comme ça à un moment donné aussi. Ça me rappelle vaguement quelque chose, mais est-ce que toi, tu penses que ça serait une bonne chose pour le sport de rajouter aussi une distance un peu moyenne, indépendamment du fait que si ça peut se faire ou pas, parce que bon, après, il y a toute l'organisation, mais juste sur le principe, est-ce que ça pourrait être une bonne chose selon toi? Euh, je pense que j'avais entendu qu'ils sont en train de parler ou essayer, mais je sais pas si c'était vrai ou c'était juste une blague. Euh, et du coup, je sais pas non plus si ça change vraiment la visibilité sur le court ou s'il y a juste plus de visibilité sur le long. Ouais. Euh, je pense que ça serait une bonne idée,
pareil avec, ils ont déjà essayé le relais. La première fois, il y avait un relais, c'était je veux dire, pas dire quelque chose de faux, mais je pense que c'était à Tokyo en 2021. Ouais, Mais là, c'était pas que c'était une deuxième discipline en triathlon, c'était les mêmes athlètes sur une autre discipline, parce que je pense que même le relais, c'est pas pareil qu'une distance olympique. Donc en fait, il y avait 55 athlètes qu'ils ont mis sur le relais plus l'individuel. Et là, je sais pas comment ils veulent le gérer, parce que je pense que même le T100 ou les 70.3 ou le long, euh, c'est quand même encore un autre sport, ouais. comme on avait dit avant. Donc je pense pas qu'on peut laisser faire les mêmes athlètes des différentes distances. C'est comme en athlétisme, on peut pas laisser faire un sprinter ou une sprinteuse du 100 mètres, on peut pas leur laisser faire un 10 000. Donc Ouais, non, c'est sûr. ça ne marche pas. Ouais. Si ça marche, mais il y a des autres athlètes qui sont plus forts sur une autre distance. Bah, c'est ça. Après, il faudrait, ouais, à partir du moment où tu as l'athlète qui se qualifie ou fait les minima ou finalement explose les autres athlètes dans son pays sur l'ensemble des distances, pourquoi pas, mais un peu genre un Usain Bolt ou un truc du genre, mais sur le format court, sur la moyenne distance. Ouais, non, je pense que ça serait un bon truc. Imagine un format où en fait, tu vois, je sais pas, un 100 km ou un 113 comme un 73, un 114, t'as quelque chose comme le marathon qu'ils ont fait à Paris où en fait, tu as le marathon pour les athlètes qui effectivement font les Jeux Olympiques, mais à côté de ça, tu as la possibilité de faire la course. Ça sera assez cool en vrai comme format, mais bon, ça va pas être pour tout de suite. C'est ça, ouais. Et après, il y a toujours une histoire sportive derrière une discipline ou un sport. Donc c'est pareil pour quelques sports qui n'ont pas pris pour Paris ou peut-être pour LA. C'est un peu triste, je trouve, quand il y a vraiment une histoire de dingue derrière le sport. Ah, je suis d'accord avec ça, et d'autant plus que parfois il y a des sports, bon, c'est pas l'idée de juger si les sports méritent ou pas, mais il y en a, on peut se poser la question quand même sur le caractère olympique ou pas. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi, mais même c'est comme j'ai dit, l'histoire olympique, c'est comme je pourrais aussi voir sur les Jeux olympiques que j'ai ratés à Paris. Les Jeux, c'est quand même pas toujours le meilleur niveau sportivement. C'est que il y a plein des pays qui font ensemble le sport, donc c'est peut-être plutôt ça la pensée olympique. C'est pas que toujours sur les Jeux, il y a le meilleur niveau. C'est plutôt, même en triathlon, c'est plutôt au championnat du monde où il y a un niveau qui est peut-être mieux qu'aux Jeux olympiques, même quand c'est juste tous les 4 ans, ça change quand même un peu le niveau. Non, clairement. Bah, je pense que déjà, il y a au sein des mêmes pays, d'un même pays, il y a le côté politique qui, voilà, parfois peut faire que ça ne sera pas nécessairement le meilleur qui sera pris. Et au-delà de ça, si tu as un pays avec une densité folle, bah, tu vas juste avoir, c'est quoi, c'est 3 maximum que tu peux En avoir, triathlon, c'est 3, ouais, c'est maximum. 3, ouais. Normalement Donc, 2, mais si on a 3 athlètes dans les top 30, ce sont 3, mais pas plus. Et c'est voilà. dommage pour des grands pays, et c'est vachement compliqué parce que eux, en fait, ils font en fait un critère pour eux dans leur pays. Même là, c'est encore plus compliqué que pour un pays comme le Luxembourg, quand ils sont contents d'avoir 1 ou 2 qualifiés pour les Jeux. Euh, c'est encore plus compliqué pour des nations qui sont grandes. Ouais, non, et puis après, je suis d'accord avec toi que le niveau sur les jeux, c'est pas nécessairement le plus élevé. Tu retrouves généralement le meilleur de chaque pays. C'est normalement, il y a quand même ça, voire les 2 meilleurs ou potentiellement les 3 meilleurs. Mais après, même si en fait, c'est des gens qui potentiellement sur un bon jour, ils peuvent se battre pour le podium ou faire un top 10, bah, tu as des pays où en fait voilà, le niveau il est tout éclaté, mais bah, il faut quand même qu'il soit représenté, donc on va mettre quelqu'un qui finira 30 minutes après le premier. Ouais, en triathlon, ils sont pris dehors de la course encore. Mais Ouais. c'est pas toujours
c'est pas toujours ouf. Non, c'est clair. Alors, bon, moi, je comprends bien que cette année, il va y avoir un petit peu un mélange de voilà, court et moyenne distance. Championnat du monde 73 à Nice, un parcours où je pense que tu peux clairement tout défoncer là-bas. Euh, les 2 prochaines années, j'imagine que ça va être le focus sur le court avec voilà, essayer de te qualifier pour LA 2028. Est-ce qu'à un moment donné, j'imagine peut-être la réponse, mais est-ce qu'à un moment donné, tu vas envisager de passer sur du long et du format full également? Euh, Dans ma tête, oui. J'ai quand même déjà, bah, soit après, c'est ce que serait génial, c'est de faire bah, les Jeux olympiques à Los Angeles et après partir sur le long. Euh, ou quand je vois déjà plutôt que vraiment les Jeux, ils sont loin à faire ou faisables pour moi et j'ai pas trop envie de courir comme pour Paris, courir derrière les points ou courir derrière les courses et faire des voyages de ouf parce que je pense que la première moitié en 2024, bah, j'étais sur 6 mois, j'étais 4 mois sur la route. Donc c'est pas toujours simple pour un athlète de haut niveau. Et là, j'ai pas trop envie de le faire encore une fois, mais si c'est faisable, je donne tout jusqu'au dernier moment. Même avec le relais, avec la chance là, je peux même encore dire ok, je fais tout pour le relais. Si on se qualifie, encore mieux, mais déjà de faire quelque chose différemment à part du relais ou du court, bah, j'ai quand même déjà dans la tête de faire le long, euh, à voir avec les Jeux à LA si je me qualifie. Bah, je pense que peut-être je peux le faire, mais à voir déjà fin 2018, 2028, désolé. Sinon, c'est clair que je veux le faire après les Jeux en 2029. Je veux juste pas faire déjà un et encore faire le cours parce que je pense que le long, c'est quand même un entraînement différemment que le 70.3. Ouais, je suis pas sûr qu'après un full, tu puisses faire un bon C'est résultat ça, la semaine d'après en cours. Non, clairement, c'est ça. clairement. Et je pense que l'entraînement, comme j'ai dit, c'est vachement différent. Là, je pense qu'il faut rouler plus, il faut se casser un peu les jambes déjà à l'entraînement sur le vélo. C'est quand même quelque chose que je ne peux pas faire sur le cours parce que les intensités sur le cours, c'est vachement haut que je peux pas casser les jambes comme je le devrais pour un entraînement de longue distance. Ouais, non, je comprends. Bah, surtout qu'après, voilà, si tu veux maintenir de la vitesse, même en course à pied, enfin, en tout cas, le type de vitesse que tu aurais sur du court, je pense que c'est effectivement très, très difficile. Mais ok, super. Ça va commencer où ta saison en 2026? Le 11 avril, 11 avril? en Portugal, à Montegordo, il y a une petite coupe d'Europe. C'est un sprint. C'est juste vraiment pour commencer ma saison parce qu'en fait je voulais le faire à Liévin sur une Coupe du Monde, mais c'était annulé. C'était vraiment aussi un format explosif, indoor. Et là, c'est juste vraiment pour lancer la saison mi-avril. Et après, le 25 avril, j'essaie bah, de rentrer à Singapour pour le Tesson. Euh, et ouais, je croise les doigts que je rentre là sur la compète. Et si je rentre pas, il y a le même week-end une WTCS à Samarcande que je pourrais normalement aussi faire. Ça, à voir si je rentre là, si je rentre pas à Singapour. Donc, en fait, je me prépare pour être performant le 25 avril et puis pour lancer la vraie saison parce que j'ai toujours un peu le feeling qu'il faut faire une course, une compétition avant que je peux être vraiment performant. Et puis après, il y a Aix-en-Provence que je veux refaire. C'est en mai, mi-mai. Je pense que c'est le 17 ou quelque chose comme ça. Ouais, 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 ouais. Celle-là, je veux bien faire encore aussi, parce que l'année passée, ça m'a plu aussi. J'ai fini 6e là-bas, donc je veux la refaire. Et puis après, je sais pas encore trop. Ça dépend un peu si je rentre l'été sans ou pas. Et puis
la qualification elle a commencé aussi pour les Jeux. Bon, bah, on va voir si les organisateurs du Tessan écoutent le podcast. Personnellement, j'en doute, mais si quelqu'un les connaît, n'hésitez pas à leur envoyer. C'est ça, ouais. C'est ça. Mais bon, en tout cas, beau début de saison. Nous, on se croisera à Aix. J'y serai avec Pierren, donc ce sera l'occasion de te soutenir. Cool. Je fais pas la course, je vais juste accompagner là-bas. Mais ça sera top de te voir là-bas. On a fait un petit peu plus d'une heure là. Je pense qu'on a couvert pas mal de choses et franchement, c'était super intéressant, Grégor, de te connaître un peu plus, parler un petit peu de ton parcours, un petit peu des futurs projets. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de discuter avec moi, d'avoir cet échange. C'était vraiment cool. Et je te souhaite vraiment tout le meilleur à la fois pour 2026, mais surtout pour cette qualification pour LA. Je pense que ça doit être un rêve de ouf de réussir à faire ça. Donc, je te souhaite vraiment d'y arriver. Oui, merci beaucoup de m'avoir. Et je m'excuse déjà, je suis pas francophone quand il y a quelques fautes en parlant, mais j'espère qu'on a tout compris. Et vraiment, c'était cool d'être partie du podcast. Il n'y a aucun problème. Moi, sur toutes les vidéos, j'ai des commentaires. Il faut que tu arrêtes de dire en vrai ou des trucs comme ça. Donc, ça posera de problème à personne. Merci beaucoup, Grégor. C'était cool de t'avoir. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous ceux qui sont encore là d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Sans Limite jusqu'au bout. Abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à le partager. Mais surtout, merci de mettre une note 5 étoiles avec un super commentaire pour aider à référencer le podcast, lui donner de la visibilité et nous motiver à continuer. Allez, à très vite.